seule nationalité. C'est la loi fondamentale. Volonté des 80 millions de Congolais. Un groupe de gens célébrissimes, par les fêtes de ces mêmes Congolais, se trouvant à l'Assemblée nationale, décident de faire un moratoire. Ils ont eu ces mandats de qui? Sauf s'il y a un référendum sur la situation. Et oui, il y a un moratoire, et alors comme ça, les gens viennent avec 3, 4, 10 nationalités, c'est pas un problème. Mais est-ce que cette disposition ne fait pas l'objet d'une stratégie politique pour écarter certaines têtes qui ne plaisent pas? Pourquoi faut-il voir toujours l'aspect politique? Nous sommes très mal habitués. On n'aime pas les règles. On aime les facilités, les compromis. N'oublie pas qu'on se prépare aux élections. Mais oui, mais c'est depuis longtemps qu'on en parle. On n'aime pas les règles. Prenez l'exemple de l'ancien Premier ministre. Sami Badi Banga. Qui m'a fait très mal. Pourquoi? Parce que là aussi, je vais encore rappeler ce que m'a enseigné Ramoti Balantouma Moulongo. L'approche des choses de l'État. Lorsqu'on vous a gratifié par le peuple congolais, par les structures, par les institutions, à vous placer à cette hauteur-là, la retenue doit être le premier élément de comportement. Votre langage doit être raffiné, posé, structuré. Aucun mot de travers ne peut sortir. Même quand vous êtes dans l'énervement, on doit le sentir que vous êtes différent des autres. C'est-à-dire que... Il n'a pas apprécié le fait qu'il soit invalidé par la CENI. Pourtant, il était dans le bon. Vous n'êtes pas les La liberté d'expression, c'est très important. Lorsqu'on a été Premier ministre, qu'on a occupé ce poste-là, ce que je suis en train de répéter, on est appelé à se dire ceci. La République ne s'arrête pas avec l'instance de la CENI. Il s'avère simplement qu'au-dessus de la CENI, il y a la Cour constitutionnelle. Et moi, ancien Congolais d'origine, devenu belge et redevenu Congolais d'origine, j'ai tous les éléments, tous les moyens de présenter ma défense devant l'instance suprême. Donc ce n'est pas un problème. C'est ce qu'il a fait, il a saisi la Cour. Mais qu'est-ce qu'il a dit qui a choqué, qui vous a choqué? Il a distribué des cartons rouges, des ADN par ici, des ceci par là et tout ça. Ce n'est pas bon. On ne peut pas dans cette République continuer à accepter ce genre de choses, au motif politique, des frustrations, y compris des personnalités de très grande envergure qui ont occupé les postes les plus raffinés, les plus sublimes de la République. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez à l'échelle, au fait, des royaumes. Vous avez atteint les rangs des princes de la République, et du royaume plutôt, et vous descendez dans l'arène avec les mots de la rue. Comme le dit l'opposition, parce que ces régimes n'écoutent que des rebelles, des impolis, des gens violents qui ont un langage discourtois. Ça a payé, tant mieux. Et vous estimez que quand... Tant mieux, ça a payé pour lui. Ces messieurs, on l'a gratifié du poste le plus élevé juste après le chef de l'État. Est-ce qu'il a été en rébellion pour obtenir ça? Non. Mais tout de suite, vous déplorez son langage, que vous estimez pas... Non, mais il n'a pas été en rébellion pour obtenir ces postes-là. On a estimé que par rapport aux négociations à l'époque, à la Cité de l'Union africaine, il faisait partie d'un groupe politique, il avait les profils les plus apaisés, les plus apaisants pour gérer... C'est vous qui l'avez nommé, ben oui, mais c'est parce qu'il avait ces profils-là. Il vous avait convaincu à l'époque. Oui, mais tout à fait. Mais en même temps, était-ce une supercherie parce que la vraie nature ressort par la suite? C'est ça qui est malheureux. De la même façon, et ça, je suis vraiment blessé, personnellement blessé, dans la mesure où j'ai participé à quelque chose, pour moi, de sublime, parce que c'était nécessaire pour la République. Les chefs de l'État, entre 2008 et 2009, et puis à partir de 2007, avait instruit son ancien directeur de cabinet, Ramoti Balantouma Moulongo, pour voir dans quelle mesure les relations avec la Belgique devaient prendre une autre nature. C'est-à-dire trop d'humiliation. Souvenez-vous des Guttes. Vous vous souvenez encore des Guttes, de son comportement vis-à-vis de la RDC, de son mépris de nos institutions, de cette démarche quasi léopoldienne, où on sentait que c'était l'apologiste de Léopold II. Il est venu avec cette tendance-là. Alors, ayant instruit son directeur de cabinet pour voir avec les ministres concernés pour faire ce travail, ça a été fait. De sorte que les ministres Ramoti Banda se trouvent à la coopération, les relations avec la Belgique sont exécrables.
toujours sur instruction du chef de l'État, et sur demande instante de la Belgique, il fallait trouver une solution. Dans notre misère, on n'avait rien demandé. Eux, dans leur opulence, avaient besoin de nous. Et finalement, le ministre Raymond Tshibanda s'est mis à confectionner un document sur instruction du chef de l'État, de sorte à répondre à cette exigence-là d'un autre type de coopération. Après cette lecture, après cette écriture plutôt, nous partons en Belgique pour pouvoir, parce qu'ils nous invitent à aller en Belgique pour en parler avec eux. Les conditions qu'on leur a assignées ne nous mettaient pas d'égal à égal, nous mettaient supérieurs par rapport à eux. Parce qu'ils étaient demandeurs, nous on n'était pas, comme actuellement ils sont encore demandeurs. Ils l'étaient à l'époque, demandeurs. Ce qui fait qu'en janvier 2009, on finalise les documents où nous sommes largement au-dessus et qui se soumettent à notre autorité. Et que derrière ça, en plus, on doit signer les PIC 2010-2013, de sorte à ce que les programmes... mais quel a été le souci chef de l'État à Mission Tête de Marche à travers Raymond Tshibanda? Non, mais parce qu'il estimait que pendant très longtemps, la Belgique a estimé, elle, avoir l'autorité sur nous dans les relents colonialistes, que c'était fini. Soit c'est ça, ou il n'y a plus de coopération du tout, il n'y a plus de relations du tout. Donc ils ont cédé. Maintenant, la personne habilitée à signer ce document-là était le Premier ministre Mouzito, avec les ministres belges, Premier ministre belge, son homologue Van Rompuy. J'étais aux discussions, et il me semble aussi, il y avait un ami à moi qui est diplomate, encore aujourd'hui, Jean-Claude Mowa. L'actuel candidat invalidé à la présidentielle. Oui. Mouzito. Voilà. Donc, mettons les Congos et l'autorité de gestion de la RDC au-dessus carrément. Voyez-vous, cette hauteur, cette allure, cette fierté, cette dignité avait été recouvrée à cette occasion-là. Voir ces messieurs aujourd'hui, à la suite de ces déboires avec la famille Gizenga, les Palous, son invalidation, il va quasiment marcher sur cette convention spécifique qu'il a signée lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a pris des photos avec Reinders. Il ne pouvait pas. Il n'est pas le premier à le faire. Que diantre est-il allé faire chez Reinders, lui, ancien Premier ministre, à cette hauteur-là? Redescendre à ce niveau-là, après avoir signé un document où il se prévalait la nature. C'est un candidat président de la République. Il a besoin des contacts à travers Reinders. Il va atteindre d'autres salons IP du monde. Au moment où on parle, il a été invalidé. Au moment où il prend contact avec ces gens-là, il a déjà été invalidé. Donc ce qui fait que quand il va là, il va recourir, il cherche quoi exactement? C'est la question qu'il faut se poser. Je n'en sais rien. Donc vous pensez qu'il a marché sur ce qui a été fait avec Raymond Tshibanda à l'époque? Non. Pendant non, que c'est je lui. pense qu'il ne faut pas ramener ça à Raymond Tshibanda. Ce qui a été fait pour le Congo de nos ancêtres. Le Congo qui a subi les mêmes coupés à travers la Belgique. Le Congo qui a subi une colonisation la plus macabre par la Belgique. Le Congo qui méprise la Belgique. Le Congo qui maltraite les enfants congolais qui sont en Belgique. Et le Congo qui subit la maltraitance de ses enfants par la Belgique, qui sont en Belgique. Le Congo qui a vécu les découpages en 60-61. Le Congo qui a vécu l'assassinat de son Premier ministre élu démocratiquement par les Belges. Alors ces Congos-là, il ne s'agit pas de la personne de Joseph Kabila, pas de la personne de Raymond Tshibanda. Il s'agit simplement de marcher sur la RDC, sur nos souffrances. Mais comment qualifiez-vous ces comportements? Qualifiez-vous ces comportements d'Adolphe Mouzito? Je pense que c'est de l'ordre de l'inconscience par rapport à la dignité congolaise. C'est que Étienne Laboissi appelle la servitude volontaire. Il est dans la servitude volontaire. Aller vers son bourreau, ancien bourreau, actuel bourreau encore, solliciter l'aide, de quelle nature, j'en sais rien, pour interférer dans les affaires internes de la RDC, ça s'appelle la servitude volontaire. Et cela vaut autant pour ceux de la majorité qui font la même démarche. Ça s'appelle la servitude. Mais est-ce que ça énerve nos textes de loi? Si tel n'est pas le cas, tant mieux, mais si tel est le cas, pourquoi vous ne le poursuivez pas? Non, le problème c'est que nous focalisons sur les textes tout en omettant complètement notre cosmogonie et notre sacré. Notre sacré, ce n'est pas tant les textes, parce que d'ailleurs, j'estime que à la prochaine législature, on doit revoir un certain nombre de choses.
Notre hymne national doit consacrer les mains coupées. On n'a pas de mains coupées dans notre hymne national. On n'a pas toutes ces souffrances de Lumumba et tout ça. Toutes ces choses doivent dorénavant être enseignées dans les écoles. Donc ici, il ne s'agit pas des textes simplement. Il s'agit de notre dignité, qui est au-delà de nos textes. Savez-vous que pendant très longtemps, nous avons été considérés comme ces sous-humains? Vous pouvez avoir de très bons textes, mais si l'interlocuteur vous considère comme un animal, donc finalement vous allez encore vers lui pour demander, vous quémander qui vous donne les pouvoirs, qui êtes-vous exactement? Maintenant, que direz-vous du cas Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, porté avec ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y aura des conséquences? Vous craignez quelque chose avec ces invalidations, surtout des Bemba? Comment voulez-vous que la RDC, la République, craigne? La République n'a pas à craindre l'imperfection ou la difficulté d'une personne ou d'une autre. Il s'agit du Congo, il ne s'agit pas de... Qui craint quoi? Les Congos, les 80 millions d'habitants, ou 115 selon, craindraient parce qu'un fils du Congo se trouve en disharmonie avec sa propre loi, en vertu de quoi il craindrait? Je veux dire, on doit sortir de là. Quelle est cette notoriété des droits divins que vous conférez aux gens en disant, s'il n'est pas là, alors ça va faire 10 ans qu'il n'a pas été là, le Congo ne s'est pas arrêté de tourner. L'autre, ça va faire plus de 7 ans qu'il n'a pas été Premier ministre. Nous continuons à travailler. L'UDPS vous a mis en garde à travers son secrétaire général Kabound, qui a dit, si vous osez, vous verrez. Arrêtez ça. L'UDPS n'a pas été aux élections en 2005-2006, on a eu des élections. Elle est là maintenant, de plein pied, avec Félix Tshisekedi. Vous savez, c'est trop facile et c'est trop simple. Les patrons de l'UDPS avaient prêté serment dans sa chambre. Ça donnait quoi? Arrêtons, c'est du cirque. Tant qu'ils vont se conformer aux règles de la République agira en conséquence. J'ai vu des papiers qui ont tourné contre les fils Tshisekedi. Mais la loi dit qu'il n'y a pas de problème. Il est passé. La loi dit qu'il n'y a pas de problème. Et là, vous ne dites pas mot. J'aurais voulu que vous me disiez, oui, effectivement, lui aussi. Non. La loi dit que ce qu'on lui reproche n'a rien à voir, n'énerve pas la loi. Ça ne vous pose aucun problème. Donc finalement... Mais vous ne l'avez pas dit pour le cas Mozito. J'aurais souhaité que vous puissiez pour son cas, la même phrase. Son cas à lui est clair, ça énerve la loi et il est bloqué. Quelqu'un qui, comme lui, a une très bonne formation d'économiste, inspecteur général des finances, voilà les enfants quasiment dotés des atouts pour la République. Les bons enfants de la République. C'est pour ça que ça me fait plus mal que pour tant d'autres. Parce que Mozito représente quelque chose d'essentiel pour cette République. Une réussite quelque part. Il a fait un parcours très intéressant en tant qu'inspecteur général des finances, en tant que conseiller dans un ministère, en tant que ministre lui-même, en tant que Premier ministre. Attendez, lorsqu'on a eu ce parcours-là, on devient plus humble, moins arrogant, et plus de respect pour la mère patrie. Et toutes les basses considérations de la nature duelle, on le met de côté. Mais ça, il faut être profondément... Il a des ambitions aussi. Oui, les ambitions, si elles sont contraires aux règles, ce ne sont pas les ambitions. Alors, ce ne sont pas les ambitions. Ça s'appelle une volonté de puissance rustre, pas les ambitions. Alors moi, je voulais que vous nous expliquiez, selon vous, ce que doit être le rôle et même la responsabilité de la Cour constitutionnelle, parce qu'il ne faudrait pas que demain ou après-demain, la Cour, ces bâtiments fassent l'objet des attaques par les citoyens qui n'ont pas bien compris le rôle de la Cour constitutionnelle, selon vous. Pour des élections apaisées, surtout apaisées. Non, on a un sérieux problème. Le problème est celui-ci. Nous avons un problème de conscience collective par rapport à la politique. La politique est devenue l'endroit où les gens vont pour gagner de l'argent, chercher du travail. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Alors, on a 714 sièges au provincial, il y a 19 000 prétendants. 19 000. Donc, les 19 000, si on enlève 714, il va nous rester autour de 18 100 quelque chose. Ce sont des cas qu'il faut gérer. Ok, 200, dirais-je, 86 qu'il faudra gérer. Ces 18 286 vont avoir des prétentions comme quoi ils ont gagné aussi. Pourtant, il faut que 714. Vous faites comment? De la même façon, à la députation nationale,
il y a 500 sièges, il y a 15 000 demandeurs. Vous faites comment? C'est-à-dire que les germes déjà du conflit est là. Il faut fermer la porte à toutes ces affaires. Il faut créer d'autres opportunités de travail, d'activité, de crédit pour que les gens fassent autre chose. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, dites-moi quelles sont les règles de droit que vous avez retenues pendant cette législature. Et les noms des gens en question qui ont imprimé, qu'on a imprimé sur ces règles de droit. Il y en a combien? La loi qui? La loi qui? Rien. Vous voyez les gens qui dorment, qui lèvent la main, qui la baissent, et qui roulent en jeep, c'est tout, ça s'arrête là. Et qui touchent 6 000 $ ou 7 000 $ par mois. Ils sont partis chercher un salaire. Et pour ça, ils sont prêts à mourir pour ça. Ce n'est pas ça la politique, c'est pas ça. Donc, les germes conflictuels sont là. La source du problème est là. Vous ne pouvez pas dire que les 15 000 doivent tous gagner. Il n'y a que 500 qui gagneront. Et 14 500 ne pourront pas. Et ces 14 500 devront se rendre devant la cour, soi-disant, ou du moins la moitié, comme c'est gratuit, pour aller prétendre qu'effectivement ils ont gagné. Dans ces conditions, quelle doit être la responsabilité de la Cour? Non, la Cour doit dire les droits. Stop. Il n'y a pas de responsabilité autre que de pouvoir dire les droits. Il n'y a rien d'autre. Toutes ces conditions que vous dites là, vous savez combien de personnes sont exécutées aux États-Unis par rapport à la loi, y compris des innocents. Lorsque la loi a dit c'est fini, terminé, il est exécuté. Ah, on découvre plus tard, des années plus tard, qu'il était innocent. Les gens ont fait dans les couloirs de la mort 30 ans. Et un fait nouveau tombe, il n'était pas coupable. 30 ans plus tard. C'est la loi. Elle fait des erreurs aussi. Mais c'est la loi. Nous devons apprendre dorénavant, semble-t-il, la loi, rien que la loi. Au mandat prochain, j'estime qu'on n'aura pas le choix. Tous ces tours de passe-passe, ces compromis qui tout doucement glissent en compromission, on doit, à l'instance suprême, vérifier la légalité des choses dans ce pays, dans la Cour constitutionnelle, doit être surprotégée. Mais on craint beaucoup l'instrumentalisation de cette Cour. Vous avez suivi beaucoup de discours politiques dans ce sens. Il faut arrêter avec l'instrumentalisation de la Cour. Avez-vous suivi la motivation des arrêts? Imparable. Et ils ont fait une politique assez intéressante là-dessus. C'est qu'on a ouvert au public la lecture, mais totale et globale, ligne après ligne, imparable. Uniquement un bas. Je l'avais dit plusieurs fois que lorsque un bon juriste se trouve devant un cas où il y a un élément d'extranéité, il se pose une question simple: y a-t-il une convention applicable à la situation ou pas? Et en l'espèce, en ce qui concerne cette affaire-là, il y a une convention. Et cette convention s'appelle quoi? La Convention contre la corruption des Nations Unies. Nous l'avons signée en 2003, ratifiée en 2010, en septembre, déposé les instruments de ratification en 2010 en question, en octobre, aux Nations Unies. D'accord? Cette convention contre la corruption reprend à son point 25 la subordination de témoins. Donc la subordination de témoins se trouve dans les règles congolaises comme étant la corruption. Ça s'arrête là. Maintenant, une autre préoccupation était de dire: oui, mais il a été condamné par une cour étrangère et tout ça. Non. Il n'a pas été condamné par une cour française ou cour belge. Il a été condamné par une cour internationale à laquelle on est parti, qui est subsidiaire à nos cours à nous. C'est-à-dire quand nous, on ne peut pas traiter les cas, certains cas ici, on les transfère à la cour pénale. Thomas Lubanga notamment, on l'a transféré. J'aurais souhaité qu'on arrête parce qu'on nous fait... Mais une question, oui. Mais quand il faut reconnaître que les traités autres sont beaucoup plus supérieurs que nos lois, oui. Là, vous défendez très bien et argumentez, mais quand il faut dire que la Cour devrait aussi attendre que la CPI se prononce sur le cas Bemba avant toute décision, on dit la Cour ne dépend pas de la CPI. Non, mais là aussi, il y a une mauvaise appréciation, une mauvaise lecture. Ce que vous dites n'est pas forcément conforme. Mais c'est ce qui est dans l'opinion, c'est ça? Non, c'est l'opinion, c'est pas la vérité. C'est ça la différence. C'est quoi la vérité? Non. Parménide vous dit il y a l'opinion, il y a la vérité. La vérité, c'est pas celle-là. La vérité est celle-ci. La Cour pénale a décidé en première instance sur, d'un côté, deux volets, la culpabilité et la peine. Ceux qui étaient, donc les co-accusés ont passé 1 an par rapport à cette peine-là.
D'accord? Vaille que vaille, les partis, les procureurs ont formé appel. Les procureurs forment appel estimant que la peine était trop courte, trop faible. Mais la culpabilité était établie. L'appel s'est fait aussi en 2 volets. Volet culpabilité, confirmé, finalisé au niveau de la chambre d'appel. Fini, terminé. Coupable de subornation. On a enlevé certains faits accessoires. On a gardé la culpabilité en dernière instance sur la subornation de témoin. Maintenant, il restait en appel de traiter de la peine simplement. Il est possible qu'en regard du statut des Roms, des articles 81 jusqu'à 84, notamment 84 principalement, sur la révision d'une décision. C'est une voie extraordinaire. C'est comme si vous êtes condamné à faire 30 ans de prison parce que vous avez fait quelque chose et qu'on découvre beaucoup plus tard, vous voulez votre réhabilitation pour voir qu'effectivement, il y a juste des procédures. Mais c'est définitif déjà. Ça s'appelle des voies extraordinaires. Ici, on parle des voies ordinaires. L'irrévocabilité est liée aux voies ordinaires. Donc ça n'a rien à voir. Condamnation déjà existante, quête de la voie extraordinaire à travers la révision du procès 84 des statuts des Roms, c'est tout à fait autre chose. Donc voyez-vous, il faut absolument se restreindre à commenter ça. C'est peut-être la dernière. Oui. Est-ce que la CENI a-t-elle le droit, permettez-moi la tautologie, de dire le droit? C'est l'impression que l'opinion a eue à un moment donné. La CENI a l'obligation de vérifier les dossiers en regard de ce qu'elle a comme disposition mise, permettez la répétition, à sa disposition pour traiter les dossiers. On lui dit, quand quelqu'un vient ici avec 2 nationalités, c'est pas bon. Elle a décidé, elle a statué, oui, un peu comme un tribunal. Non, c'est pas ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été récalés parce que le dossier n'était pas complet, parce qu'il manquait ceci, il manquait cela. Vous dites quoi? La CENI doit faire passer tout? Non. Dans son indépendance, il y a des textes qui régissent la CENI, avec l'obligation de vérifier le dossier, de se conformer à ce qu'elle a loi exige. Il y a eu des erreurs, vous comprenez qu'il y a eu des erreurs, c'est pourquoi ces candidats invalidés ont été validés. Et bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs et ça a été corrigé. En dernière instance, il y a la Cour constitutionnelle qui statue en dernière instance et ça a été corrigé. Maître, je crois que c'est un thème, on a terminé, on nous fait signe. Il y a même un internaute que je salue depuis les États-Unis qui nous a dit ça, c'est un sujet même qui doit faire l'objet d'une thèse. Bien sûr. En 30 minutes, ça ne sera pas facile, mais je crois que vous l'avez fait et l'opinion qui nous a suivis ce soir a compris tous les contours autour de ce qui se passe à la Cour concernant la question des élections avec autant de candidats invalidés et d'autres, comme vous l'avez dit, réhabilités. On vous remercie. L'expertise au service de la nation, je crois qu'il en sera ainsi. Mais quand vous serez membre du gouvernement, vous serez toujours disposé pour éclairer l'opinion. Merci beaucoup. Peut-être un tout dernier mot. Je ne manquerai pas. Vous devez savoir qu'en fait, mon sacerdoce, c'est les services à la nation, mais surtout aussi tenter au mieux de mes possibilités avec notamment les profs Kamana, d'éclairer les autres avec le peu de savoir qu'on peut détenir. Et c'est ce qui m'importe un peu plus. Et l'apaisement sans cesse, avoir un discours le plus apaisé. Lorsqu'on se dit chrétien, je vois beaucoup de gens prendre la Bible sous les bras, aller à l'église, dans leur pratique, dans leur comportement, il y a la jalousie, l'acrimonie, les ressentiments, il n'y a pas tout ça. Et donc mon travail, c'est celui-là. C'est-à-dire que rappelez-moi la raison au cas où vous estimez que je n'ai pas respecté tous ces principes. Et ce serait raison de votre part, ce serait bien de votre part, et j'appliquerai ce que je suis en train de dire. Très bien. Secrétaire général de l'ULDC, spécialiste de philosophie politique, écrivain, et il est éminent juriste aussi. Et nous l'avons reçu ce soir pour nous parler du rôle et de la responsabilité de la Cour dans l'organisation des élections transparentes, démocratiques, mais surtout apaisées. Vous avez compris avec tout ce qui se passe en termes d'actualité sur cette question-là. Nous en sommes très joyeux d'ailleurs et nous sommes très contents pour ce 7e numéro de votre magazine à l'offensive avec notre équipe technique, Maurice Jugando, Alain Bolikango et Agla Ibaïdi. On vous remercie. On va vous retrouver le mercredi prochain. Ce thème d'ailleurs sera l'objet également des débats que nous allons organiser demain jeudi dans le cadre de l'émission Table Ronde. Je crois que si Maître Manjolo sera disposé, on pourra lui chercher un bon co-débatteur à sa taille, à son niveau, pour que ces débats soient républicains et profitent à l'opinion. Portez-vous bien. Au revoir.